Il était considéré comme un lâche et un échec par tous, mais il s'est révélé être le maître de la plus forte art martiale au monde. Soren Chu est un étudiant universitaire vivant à la ville, loin de sa pauvre village. Il fait un voyage vers son village pour rendre visite au tombeau de son grand-père, mais en route, il reçoit un appel du chef de la police locale, lui demandant de se rendre à la station de police dès qu'il atteindra le village. Après avoir atteint le village, il visite la station de police et le chef lui informe avec des nouvelles terribles que le tombeau de son grand-père a été déterré la nuit précédente. Le seul témoin du cas était un homme ivre qui reposait dans le cimetière. Il prétend avoir entendu la voix de quelqu'un creusant un tombeau et quelques instants plus tard, toutes les pierres tombales ont chuté simultanément comme par magie. Le lendemain matin, lorsque le chef de la police Su est allé au lieu du crime, il a découvert que bien que d'autres tombeaux aient été creusés, le corps de Sakurin Cho, le grand-père de Soren, était absent de son tombeau. Il réalise que puisque la famille Cho est préoccupée, cela ne peut pas être une simple dérobade de tombeau parce qu'ils sont une famille d'artisans martiaux puissants. Il était sur le point de contacter Soren immédiatement à propos de cet incident, mais ensuite une fille aux cheveux en bataille est venue vers lui. Elle s'introduit en disant s'appeler Hu Chu, la nièce perdue de Sakurin. Su ne l'a pas tout de suite cru, mais elle avait les bons documents et connaissait également bien la légende de la famille Cho. Comment as-tu dit que le seul fils de Sakurin, Yotoku, l'a abandonnée alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère, bien avant qu'il ne vienne dans ce village? Elle n'avait aucune nouvelle de lui et ne voulait même pas parler de son père stupide. Su pouvait croire cette partie parce que Yotoku n'avait vraiment pas une bonne réputation. Il lui raconte tout cela à Soran, qui ne peut pas croire qu'il a soudainement une sœur aînée. Il maudit son père pour être un sale séducteur et quitte la station de police en colère pour vérifier le tombeau de son grand-père. Il arrive au cimetière seulement après que la nuit soit tombée et entend soudainement le bruit de quelqu'un creusant. Soran réalise que quelqu'un est en train de voler un tombeau et décide d'en prendre des preuves. Il attend le moment exact et capture une photo du voleur de tombeau qui se révèle être Oho. Elle la repère parce qu'il était assez stupide pour garder un appareil photo sur lui et Soran court aussi vite qu'il peut. Juste quand il pense être en sécurité maintenant qu'il s'arrête, Uta bondit sur lui et lui frappe la tête durement avec une pioche. Sorin perd connaissance et lorsque son esprit revient, il découvre soudainement un zombie devant lui. Il était déjà effrayé à cause de cela, et puis Hu Hao frappe soudainement un couteau dans la bouche du zombie. Il est terrifié parce qu'elle ressemble à la fille de l'anneau et il ne peut rien faire si elle commence à le tirer par les pieds. Sorin est le plus grand timide connu de l'univers parce qu'il ne fait que crier pour qu'elle arrête et il ne tente même pas de résister lorsqu'elle le jette dans le tombeau vide de son grand-père. Uvo lui dit qu'il va mourir parce qu'il est dans sa voie, et Sorin demande pourquoi elle creuse le tombeau de son grand-père. Quand il entend le nom de Sakurin de la bouche de la fille, Soren réalise qu'elle est la nièce perdue que le chef de la police Su lui avait parlé. Il commence immédiatement à flatter et appelle sa grande sœur, demandant comment elle s'en sort depuis tout ce temps. Hao Hao simplement le renvoie dans le tombeau alors qu'il essaie de grimper et dit qu'elle n'est pas sa sœur ou la nièce de Sakurin. Staran est choqué d'entendre cela, et Hao Hao commence à enterrer de la terre sur lui. Comme le plus grand timide qu'il est, il ne fait que crier pour qu'elle arrête, mais sa voix attire certains zombies qui émergent de la terre. Soudain, Soran remarque que Hu a arrêté de lui jeter de la terre dessus, et il s'agenouille immédiatement pour négocier sa vie. Il promet de garder tout secret si elle le laisse vivre, mais trouve qu'elle n'est pas là. Il grimpe et voit Hu détruire les zombies sans effort, ce qui le terrifie complètement. Il se cache tandis que Hu utilise son immense couteau pour couper les zombies en deux nettement. Elle se précipite vers la foule de zombies, facilement coupant leur tête avant de frapper un zombie. Avec un coup de pied en chute libre, un groupe de zombies l'entoure et elle les divise rapidement en deux par hauteur et saute ensuite en arrière. Les zombies continuent d'approcher d'elle et elle continue de les couper en morceaux. D'autre part, un zombie s'approche de Soran qui commence à pleurer et lui dit de partir. Hu nimbe le zombie et tape un autre zombie pour repousser celui qui attaque Soran avant de revenir à la masse. Soran est complètement perdu maintenant et il pense que cela doit être un rêve et qu'il se réveillera bientôt dans sa chambre d'étudiant. Il se dit de se lever et d'aller à l'université, mais quand il ouvre les yeux, il voit que même les zombies ont arrêté en réponse à sa stupideur de niveau étoile. Hu Hao a abandonné l'idée de sauver quelqu'un aussi stupide et elle s'éloigne après lui avoir souhaité bonne chance. Les zombies commencent à l'encercler et il ne peut que crier pour qu'il s'éloigne. De son côté, Oh rencontre son patron, Joseon. Elle lui dit qu'ils étaient en retard et que le corps de Sakurin Chu avait déjà été volé par une autre partie. Elle révèle également qu'un certain nombre de zombies l'ont attaqué juste maintenant, mais Joseon pense que ce n'est rien de grave. Puvu lui dit ensuite qu'à présent, le petit-fils de Sakurin est entouré de zombies au cimetière, et Joseon panique en lui disant qu'ils ne peuvent pas impliquer des civils dans leur conflit. Il demande ce qu'elle fera si l'enfant meurt à cause d'elle. Mais Hao Hao assure qu'il ne mourra pas. Joseon ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais alors qu'il entend un grand bruit venant du cimetière, il trouve que des éclairs éclatent de la terre. Ibaten veut vérifier Sora en maintenant, mais tout ce qu'il trouve au cimetière sont des zombies électrocutés et brûlés en cendres. Joseon réalise maintenant pourquoi Hao Hao pense que Soran ne mourrait pas.
Il pense que puisqu'il est le petit-fils de Sakurine, il pourrait avoir hérité de ses pouvoirs. Il trouve le journal universitaire de Soran et dit à Hu qu'elle devrait également aller à l'université. Hao Hao ne sait même pas ce qu'un université signifie. Mais Joseon a déjà ses documents prêts pour lui. Le lendemain, Soran est de retour à l'université, il est en ligne avec le chef de la police qui veut demander son avis sur l'affaire. Cependant, Soran ne veut pas se mettre dans davantage de danger que celui qu'il a récemment traversé. Il prétend ne rien savoir sur le voleur de tombeaux et demande à Su de ne plus le déranger. Soran supprime même la photo de Ho-Ho de son téléphone pour rompre toute connexion qu'il a avec l'affaire quand soudain elle arrive et prend place juste à côté de lui. Soran est terrifié en la voyant, mais Ho-Ho simplement lui salue poliment. Il ne peut pas se concentrer sur la classe car une chasseuse de zombies mortelle est assise à côté de lui et il finit par avoir le courage de demander ce qu'elle fait ici. Hu lui dit de laisser la leçon se poursuivre et qu'elle répondra à toutes ses questions après la classe. Il rencontre dehors après la classe et Soran dit à Hu qu'il n'a rien dit à personne et même supprimé sa photo parce qu'il ne veut pas de problème. Il veut savoir pourquoi elle le suit toujours et Hu Hao répond qu'elle ne sait pas de quoi il parle. Elle sort alors la page contenant les informations sur sa nouvelle identité. Elle la lit et dit qu'elle est une étudiante échange de Taïwan et Sorin se demande si elle essaie de le tromper. Il hurle qu'il ne s'en soucie pas qui elle est et lui demande de ne plus jamais lui montrer le visage. Hao Hao ne sait pas comment réagir à cela, donc elle appelle l'un de ses patrons qui lui dit de faire ce qu'elle veut avec Soran. Donc elle décide de le faire son serviteur à partir de maintenant. Sorin hurle contre elle, mais Hao Hao ne s'en soucie pas. Elle lui demande de montrer le pouvoir qu'il a utilisé pour vaincre les zombies la veille. Hu Hao affirme qu'elle savait dès qu'elle l'a rencontré qu'il avait un pouvoir immense. C'est pourquoi elle a essayé de le buriner vivant pour voir le moment où il craquerait et libérerait ce pouvoir. Sorin appelle cela de la merde et refuse de continuer à l'écouter, donc Hao Hao tire son couteau et s'élance immédiatement vers lui. Elle lui dit qu'il doit lui montrer son vrai pouvoir, sinon elle le tuera. Des souvenirs traumatisants d'un accident horrible envahissent soudainement l'esprit de Soran et il repousse le couteau de Hu Hao en essayant de mettre une distance entre eux. Elle attrape son couteau et réalise que Soran n'est pas un lâche comme il le montre. Elle bondit à nouveau vers lui, lui disant de prendre au sérieux, et Soran se souvient soudainement du conseil de son grand-père de ne jamais utiliser ses pouvoirs devant les autres. Même quand Soran était enfant, il souvent en difficulté parce qu'il utilisait son art martial sur certains bolis. Son père Yotoku lui avait enseigné le kung-fu qui consistait principalement à le battre. Son grand-père Sakurine était la seule soutien qu'il avait à ce moment-là et il avait même puni Yotoku pour être trop dur avec l'enfant. Un jour, il lui avait montré un mouvement spécial en utilisant le pouvoir mystique appelé Ki, lançant un attaque invisible qui avait fait tomber Yotoku. Sakurine avait promis de lui enseigner cette technique quand il aurait les bases du kung-fu. Cependant, Saran avait répondu qu'il ne voulait pas apprendre le kung-fu parce qu'il le détestait et en plus, il n'y avait aucun point à l'apprendre car il ne pouvait pas le montrer à personne. Sakurine avait soupiré et avait dit à son petit-fils qu'ils appartenaient à une longue lignée d'artisans martiaux surnaturels, mais les gens avaient peur d'eux parce qu'ils étaient différents. C'est pourquoi il avait conseillé à Soran de toujours feindre d'être normal et d'utiliser ses capacités uniquement quand sa vie était en danger. Il lui avait dit qu'il y avait d'autres personnes puissantes surnaturellement dans le monde comme eux et s'il rencontrait l'une d'entre eux, il ne devait pas hésiter à utiliser ses vrais pouvoirs. Revenons à présent, Soran pense que c'est le moment pour lequel il a été formé. Kung Hao fonçait vers lui à toute vitesse, mais dès qu'elle remarque le changement dans son attitude, elle évite soudainement de se rapprocher de lui. Soran se relève, lui disant qu'elle n'étant pas normale, il n'a pas besoin de se retenir contre elle. Il libère son ki et le recouvre de son corps tout entier en chantant un sort qui apporte son véritable pouvoir. Kuavu l'attaque, mais Sorin peut facilement esquiver ses attaques rapides dans son état super puissant. Elle lui lance son couteau, mais il le bloque et elle le lance vers lui avec toute sa force avant de surgir derrière lui. Aoavu essaie de frapper Soran à la tête avec le couteau, mais il se déplace si vite qu'il presque disparaît et esquive son attaque. Elle cherche autour pour le trouver et lui donne un coup de pied juste quand il se rend visible à nouveau. Cependant, son ki est suffisamment dense pour agir comme une barrière et il la repousse. Alvo continue de foncer vers lui avec des attaques super rapides, mais Sorin esquive et bloque toutes avant de saisir son collier et de le dévorer. Elva prend un moment pour retrouver son équilibre, mais quand elle lève les yeux, elle trouve que Sorin est devenu invisible à nouveau. Elle se relève et prend sa position pour combattre, mais Sorin apparaît juste à côté d'elle et saisit son bras avant de la frapper comme un homme qui croit en l'égalité des sexes. Bien sûr, il perd très mal et Hao Hao finit par déchirer sa clé et ses vêtements. Sorin ne peut pas y croire, mais elle lui dit de lui être reconnaissant, qu'elle ne l'a pas blessé physiquement car il sera son serviteur à partir de maintenant. Il refuse de céder, mais elle lui indique sa petite troisième jambe et juste en la regardant, elle peut dire que Sorin est vierge. Il panique en voyant Hu Hao menacer de révéler à toute l'université qu'il est un pitoyable vierge et accepte de la considérer comme son maître.
Haewoon est content et lui jette un Nokia 3310 parce qu'il aura besoin d'un téléphone indestructible pour la mission qu'elle lui donne. Elle dit à Soran qu'il recevra un appel si elle a besoin de lui et part avec ça. Soran est laissé nu et il est obligé de se cacher alors qu'un couple malicieux vient là pour faire l'amour. En voyant leur étreinte, Soran est jaloux et il jure qu'un jour, il aussi aura une copine qui lui permettra de frapper. La nuit, quand tout le monde est parti de l'université, il est enfin libre d'utiliser sa clé à nouveau et en utilisant celle-ci, il court chez lui. Coïncidence, le couple malicieux de plus tôt était aussi rentrant chez eux et ils prennent une photo de la belle lune. Cependant, ils prennent quelque chose d'autre avec la lune. Sa reine était en train de courir chez lui à ce moment précis et il fut pris en photo volant nu. Le lendemain, Soran est ennuyé en classe. Hu Hao dit qu'elle a quelque chose d'intéressant pour lui et sort son téléphone pour lui montrer la photo de lui volant devant la lune. Saran est surpris quand Hu lui dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles tout couple qui attrape un homme nu pendant une nuit de pleine lune restera ensemble. Plus tard cette nuit, il est en lit et ses colocataires sortent boire des boissons. Ils ne l'invitent même pas parce qu'il est un pitoyable échec. Ils partent et Soran se plaint que sa vie est si dure. Soudain, il reçoit un message DM sur Instagram et trouve qu'il est de la part d'une fille très mignonne nommée Ken. Il commence à discuter avec elle et trouve qu'elle est sa collègue en université et veut le rencontrer demain soir. Soran se souvient soudainement des paroles sages de son grand-père qui lui avait dit que la chance monte et descend comme les vagues de la mer. Donc s'il a senti que tout va mal pendant longtemps, la chance est juste autour de l'angle. Soran pense que son grand-père avait raison et pense qu'il a peut-être une chance de séduire Ken. Le lendemain, Hu lui dit soudainement qu'elle veut qu'il rencontre quelqu'un ce soir. Soran se met à trembler en disant qu'il a quelque chose de très important à faire ce soir. Mais Hu l'ignore totalement et dit qu'il recevra un appel. Bien sûr, Soran décide de surmonter sa peur et va au rendez-vous avec Ken. Il éteint le Nokia que Hu Hao lui avait donné parce qu'il ne s'en soucie pas vraiment qui veut qu'il rencontre. Bientôt, Ken arrive et Soren est vraiment excité car c'est sa première date dans les 19 ans qu'il a vécu. Ken s'accroche à Soran et lui demande de l'amener dans un bon restaurant et il décide d'obéir. D'autre part, Uwu essaie de le contacter mais son téléphone est éteint. Joseon est avec elle et il suggère qu'il ne devrait pas la croire que Soran a quelque chose de très important à faire. Hao Hao ne le croit pas et elle lui montre la localisation de Soran parce qu'elle peut encore le suivre même après qu'il a éteint son téléphone. Elle demande à Joseon de le conduire à lui parce qu'elle prévoit de lui donner une leçon en tant que son maître. À Soran's emplacement, sa date va très bien et Ken montre des signes clairs d'intérêt pour lui. Elle l'invite même à revenir à sa maison après le dîner et Soran pense que ce soir est le jour où il va être chanceux. Ken fait le premier pas vers lui et s'approche pour un baiser. Et juste avant de toucher les lèvres de Soran, elle utilise un mouvement spécial et frappe son cou. Il sent comme si quelque chose l'avait piqué mais décide de l'ignorer pour se faire plaisir. Cependant, juste avant que Ken ne monte sur lui, il ressent soudainement une douleur aiguë dans son organe génital et s'éloigne immédiatement d'elle. Soran demande à la fille ce qu'elle veut de lui car il est sûr qu'elle ne l'intéresse pas après avoir ressenti la douleur plus tôt. Ken rit en réalisant que Soran a la marque de vierge là-bas et lui dit ensuite qu'elle n'a pas besoin de maintenir son rôle de toute façon. Elle révèle qu'elle a planté un insecte empoisonné dans son cou et il commencera à montrer des effets bientôt. Ken puisse alors invoquer une bande de zombies et Soran est effrayée en voyant ceci. Ken rit à nouveau parce qu'elle sait que la marque de vierge signifie que seul quelqu'un qui aime vraiment peut le toucher et elle sait que cela est désespérant pour Soran parce qu'aucune fille ne serait intéressée par lui. Soran réalise qu'il a été berné et Ken est aussi une super-humaine comme lui. Il décide d'utiliser son ki pour combattre contre elle et ses zombies, mais celui-ci se dissipe immédiatement après qu'il l'a libéré. Soran réalise que c'est à cause du parasite qu'elle a planté plus tôt et Ken confirme. Elle lui demande ensuite à ses zombies de le coincer et il lui demande si elle est celle qui a volé le corps de son grand-père. Ken dit qu'elle a juste fait ce qu'on lui avait demandé et qu'il ne devrait pas la blâmer. Elle promet de lui permettre de voir son grand-père bientôt et ensuite l'un des zombies le frappe avec un coup de poing. D'autre part, Hu Hao voit que Soran se déplace très rapidement comme s'il était dans une voiture et Juson dit que cela signifie qu'il a été enlevé. Il soupçonne la même personne qui avait commandé les zombies dans son village. Joseon pense qu'il pourrait pas faire face à des ennemis difficiles cette fois et prévient Yu qu'elle doit être sur ses gardes. Pendant ce temps, Ken a emmené Soran dans une organisation appelée Zensei. C'était eux qui avaient commandé son kidnapping pour obtenir le corps de Sakurin plus tôt si elle voulait rejoindre l'organisation. Le jeune génie nommé Ryu avait tenté d'extraire l'énergie spirituelle résiduelle de l'ancien maître, mais cela n'avait pas été suffisant pour lui donner l'information qu'il voulait. C'est pourquoi il avait dit à Ken que maintenant que Ryu voit Soran, il dit à Ken qu'elle a fait très bien, et en terminant cette mission, elle devait kidnapper le petit-fils de Sakurin et le ramener ici à la place. Ken trouve difficile de croire qu'il n'y a pas de rituel ou même un tatouage correspondant qui signifie qu'elle est une membre Zensei, mais Ryu lui dit simplement de lui faire confiance.
Il lui dit qu'il n'y a pas de règles dans Zensei et chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc elle devait simplement dire qu'elle était une membre Zensei et cela la rendrait une. Ken est furieuse à cela parce qu'elle a passé du temps à voler le corps de Sakurin et à kidnapper Soran pour cela, et Ryu rit simplement à elle. Pendant ce temps, la sœur aînée épaisse de Ryu, Natsuka, s'approche de Sorin. Elle se met en érection en sentant son énergie et dit qu'il est vraiment le petit-fils de Sakurin. Elle le touche partout et Sorin se prépare pour la douleur aiguë sous lui, mais rien ne se passe. Il se demande si Natsuka est vraiment intéressée par lui, mais ils sont interrompus par Ryu qui lui dit de s'arrêter. Il lui demande de laisser lui faire les expériences plus importantes avec Sorin en premier, et ensuite elle peut avoir du plaisir avec lui comme elle le souhaite. Ryu dit à Sorin qu'il cherche quelque chose, et c'est le legs de son grand-père. Soren prétend ne rien savoir à son sujet, mais l'enfant lui dit de se taire avant de libérer son pouvoir qui lui permet de communiquer directement avec l'âme de n'importe qui. Il utilise son pouvoir sur Soran qui commence à crier alors que ses souvenirs sont extraits. Ryu prend plaisir à le tourmenter, mais soudainement, quelque chose vient à lui. Sa sœur le sauve juste à temps et une pierre de la taille d'une balle frappe la voiture derrière lui avec une grande force. Yu-Hao et Joseon font leur entrée et Soran immédiatement supplie son maître de l'aider. Josin connaît Ryu et Matsuka et il pense que ce sera difficile pour eux de gagner cette bataille. Uvao lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'elle vaincra tous par elle-même. Matsuka salue Josin en disant qu'elle a pensé à lui pendant longtemps et qu'elle veut vraiment avoir une nuit avec lui. D'autre part, Ryu est plus préoccupé si Josin et Yu-Hao ont amené du renfort. Yu-Hao tire ses couteaux pour combattre et Ken décide de faire face à elle et de terminer le travail qu'elle avait laissé incomplet au cimetière. Donc elle invoque ses zombies qui émergent de la terre. Josen veut négocier en premier et il demande à Natsuka de lui remettre Soran calmement et il lui permettra de partir sans dommage aujourd'hui. Elle refuse, donc Josen utilise son pouvoir télékinésique pour extraire une énorme roche du sol et la lancer vers elle. Un zombie se précipite pour bloquer la roche, mais il est repoussé. Cependant, Natsuka percute la tête du zombie et détruit la roche d'un seul coup. Yu se précipite aussitôt vers elle et Natsuka lui projette le corps du zombie qu'elle vient d'anéantir. Yu-Hao le découpe immédiatement puis lance une série de coups de sabre sur Natsuka. Elle esquive tout et quand Yu-Hao la frappe d'un coup de couteau ascendant, elle parvient à rester indemne même si le couteau passe à travers sa chemise. Alors que Natsuka perd l'équilibre, Ken envoie ses zombies encercler Yu-Hao, mais celle-ci les découpe rapidement avant de courir vers sa cible initiale. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à frapper Natsuka, Josin la retient, lui disant de ne pas sous-estimer l'une des 4 meilleures sorcières de Zenzi, Natsuka la Gratéos. Elle lui demande de la poser au moins, mais il est sûr qu'elle foncera tête baissée. Natsuka en profite pour marcher sur l'entrejambe de Soren, disant à Yu-Hao que si elle ne vient pas, elle le prendra pour elle. Cependant, Josun appelle soudainement quelqu'un nommé Saru et une paire de mains émerge juste sous Soran, les tirant dans le sol. Natsuka réalise que tout cela n'était qu'une ruse pour gagner du temps afin que quelqu'un puisse sauver Soran, mais elle ne va pas laisser cela arriver. Elle tape du pied sur le sol, forçant Soran et l'homme singe, Saru, à sortir de terre. Elle se précipite pour les attaquer, mais son coup de poing le manque de peu, et au lieu de causer des dégâts, elle envoie opportunément Soran et l'homme singe au pied de Josin. Maintenant, Soran est plein de confiance, mais dès qu'il voit le couteau de Yu-Hao devant lui, il perd toute cette assurance. Il s'excuse de l'avoir ignoré et de ne pas avoir répondu à son appel, et jure qu'il obéira aveuglément à tout ce qu'elle lui dira désormais. Alvab ne semble pas d'humeur à écouter, et elle lui enfonce le visage dans la boue, le frappant avec son couteau. Soran hurle, mais il s'avère que Yu-Hao voulait juste lui retirer le ver venimeux de son corps. Elle le libère des cordes, et alors que Soran se met à genoux, il maudit sa situation une fois de plus. Pendant ce temps, Josin dit à Yu-Hao de s'occuper de Sorin pendant qu'il s'occupe des membres de Zenzi. Il dit à Natsuka que puisqu'elle n'a pas accepté son accord de laisser partir Sorin, il ne la laissera pas s'échapper. Il donne son signal et soudain des membres de son organisation encerclent tôt la zone. Ryu panique en les voyant et il court immédiatement vers sa voiture, criant à Ken de le suivre. La voiture démarre tandis que Natsuka monte sur sa moto pour dire à Josin qu'ils devraient se rencontrer en privé un de ces jours. Josen empêche ses hommes de l'attaquer car ils ne sont pas assez forts pour cela, et il leur dit de poursuivre la voiture à la place. Il dit ensuite à Natsuka qu'il réglera ses comptes avec elle un jour, et elle s'en va sur ses mots. Sorin est toujours déçu par ce qui s'est passé, et Yu-Hao lui demande pourquoi il n'est pas content d'avoir été sauvé. Il lui raconte comment son grand-père lui disait souvent que lorsque beaucoup de mauvaises choses arrivent d'affilée, de bonnes choses sont forcément sur le point de se produire. Soran dit que tout cela semble être un mensonge maintenant car rien de bon n'arrive et aucune fille n'est tombée amoureuse de lui. Yu-Hao lui dit de se réjouir car sa chance ne peut pas être si mauvaise. Elle croit que sa chance n'est pas la raison de sa chute et si sa vie est pleine de problèmes, c'est parce que c'est un putain d'idiot.
Soren est pétrifiée en entendant cela, mais Hao Hao ne cesse de l'insulter. Elle dit qu'il est si stupide qu'il ne peut même pas réaliser que toute fille qui s'approche d'un perdant comme lui aura des arrière-pensées. D'autre part, les subordonnés de Josun poursuivent Ryu et Ken, qui n'ont aucune idée de qui ils sont ni de leur puissance. Ryu se moque d'elle pour être déconnectée et ne pas connaître l'entreprise, mais avant qu'il ne puisse lui expliquer, un homme saute devant sa voiture. Il jure de l'éviter, mais l'homme s'accroche quand même et essaie d'arrêter la voiture. Ryu utilise sa capacité à aspirer son âme, forçant l'homme à lâcher prise. L'homme vaincu avertit ses amis de ne pas s'approcher du garçon, alors il utilise sa capacité spéciale pour lui tirer des balles spirituelles. Une balle frappe le pneu de la voiture et la fait presque basculer. Ken est éjectée de son siège, mais elle s'accroche de justesse à la camionnette. Elle supplie Ryu de la sauver car ils sont tous deux membres de Zenzi, mais il se contente de sourire en lui disant qu'elle ne comprend rien à Zenzi pour commencer. Il tourne brusquement la camionnette, la laissant derrière, complètement dévastée par la trahison. L'Égide rapporte qu'ils n'ont réussi à capturer que la nécromancienne à Josin et il leur dit que c'est suffisant pour l'instant. Il dit ensuite à Hu d'emmener Soren, qui a été assommé par ses insultes, à son dortoir. Le lendemain, Soren fait la grasse matinée maudissant sa vie quand quelqu'un frappe à la porte. Comme il ne répond pas, la porte est coupée en deux et Hu Hao entre. Soren panique et Ho Hao lui dit de s'habiller et de la suivre. Elle le conduit à travers le quartier, disant que Josin veut le rencontrer. Soren se plaint de ne pas avoir compris ce qui se passe dans sa vie dernièrement, et Ho Hao lui dit qu'il peut poser toutes ses questions à Josin. Elle l'emmène ensuite à un service de livraison express, et elle affirme qu'elle y travaille. Soren est surpris de voir que c'est un endroit parfaitement ordinaire, et demande s'ils ont un repère secret de super-héros au sous-sol. Joseon s'avance pour répondre à sa question et dit qu'ils n'ont pas de repère. Il se présente à Soran et lui dit ensuite que toutes les personnes de cet endroit ont des pouvoirs spéciaux et il envoie la preuve lorsqu'un homme porte une énorme caisse tout seul. Il dit à Soran que son grand-père, son père et lui-même sont tous des surhumains dotés de pouvoirs spéciaux. Josun libère soudainement son ki et soulève des objets en disant à Soran que toutes les personnes spéciales peuvent contrôler leur ki et faire des choses que les gens normaux ne peuvent pas. Josun lui dit que les personnes spéciales naissent le plus souvent avec le pouvoir d'utiliser le ki et Soran répond que c'est la première fois qu'il le porte. Il a obtenu son ki en s'entraînant avec son grand-père et Josun lui dit que l'entraînement est aussi un moyen d'obtenir le ki. Il affirme être né avec ce pouvoir spécial et l'utiliser depuis toujours. Quant à Soren, il doit appartenir à la seconde catégorie, ceux qui ont obtenu le ki en s'entraînant. Il l'emmène, lui disant que ceux qui acquièrent leur pouvoir par le travail acharné deviennent souvent de plus grands guerriers que ceux qui l'héritent simplement. Dans l'ascenseur, Sorin interroge Josin sur l'organisation Zensai et il répond qu'ils ne connaissent pas encore les véritables motivations de Zensai. Il explique également qu'il existe différentes écoles et clans auxquels appartiennent les surhumains et qu'ils suivent les règles de leurs écoles. Les membres de Zensai, cependant, ne suivent aucune règle et font ce qu'ils veulent. Bientôt, ils arrivent à destination qui est la cellule où Ken est détenue captive. Josan sait que Ken est la seule héritière d'une éminente famille de nécromanciens et qu'elle a disparu il y a 6 mois. Leur organisation a reçu une demande d'enquête à son sujet et ils l'ont finalement trouvée avec Zensai. Josan qualifie Ken de stupide et d'imprudente pour avoir tenté de rejoindre Zensai sans même les avoir correctement étudiés. Elle lui dit que cela ne regarde personne si elle veut rejoindre Zensai. Elle connaît l'entreprise de livraison express qui tente de contrôler les surhumains selon ses règles. Ken est dégoûté qu'il se croit si supérieur pour établir des règles pour tous alors qu'ils ne sont que les laquais du gouvernement. Josun dit qu'elle n'a pas tout à fait tort, puis il fait une offre à Ken. Il lui demande de révéler ce qu'elle sait des motivations de Zenzi et ils la soutiendront. Ken lui dit d'aller se faire voir, affirmant qu'ils ne peuvent rien contre elle, et même s'ils la livrent à la police, il n'y a aucune preuve pour la punir. Josan lui demande pourquoi elle défend Zenzi, même si elle vient de la rejoindre. Il veut savoir pourquoi elle fait cela malgré le fait d'être l'héritière d'une famille éminente parmi les surhumains. Ken lui dit qu'elle détestait vraiment l'art de la nécromancie, mais sa famille l'a pratiquement forcée à le maîtriser puisqu'elle était leur seule héritière. Jusqu'à l'âge de 15 ans, elle n'a jamais quitté sa maison, et à part les membres de sa famille, sa seule compagnie était des zombies en décomposition. Elle était battue si elle ne parvenait pas à maîtriser les sorts, et on lui disait que ce n'est qu'après avoir tout appris qu'elle pourrait sortir. Quand Ken a eu 15 ans et maîtrisé tous les sorts, on lui a dit de vivre comme une personne ordinaire et de ne pas utiliser ses pouvoirs à l'extérieur. Elle était frustrée par cela et se sentait comme la marionnette de sa famille. C'est pourquoi elle s'est enfuie de chez elle et a décidé de rejoindre Zensai car il la laisserait être libre. Alors qu'elle est occupée à crier sur Joséon, son frère délinquant, Yon, entre dans la pièce. Il traite Joséon de perdant incapable de gérer une seule fille et dit qu'il va prendre en charge l'affaire maintenant. Joséon lui dit de s'en aller mais Yon va vers Ken et lui demande de tout révéler immédiatement.
Elle refuse et il la gifle violemment au sol. Il interdit à quiconque d'interférer puis commence à frapper Ken à coups de pied, lui disant qu'ils n'ont pas besoin de suivre les règles comme la police. Il lui tire les cheveux, lui disant qu'elle est libre d'être membre de Zensei mais qu'il y aura un prix à payer pour cette liberté. Yang la jette, lui disant que les membres de Zensei ne suivent pas les règles établies par les autres surhumains, et cela signifie qu'il n'y a pas besoin de les traiter comme l'un des leurs. Il dit que si Zensei veut faire ce qu'ils veulent, les autres peuvent aussi leur faire ce qu'ils veulent. Même si Ken lui crie de s'en aller, il rit, disant qu'il fera ce qu'il veut d'elle. Soudain, il sent la main de Soren sur son épaule, et celui-ci lui dit que s'il veut faire quoi que ce soit à la fille, il devra s'occuper de lui. Cependant, au lieu de se battre, Soren demande à Josin d'être indulgent avec Ken parce qu'elle a volé le corps de son grand-père, donc personne d'autre n'a été dérangé par ses actions. Josin dit qu'il laissera la fille tranquille si elle quitte Zenzi et promet de ne plus interférer avec leurs activités. Yon s'y oppose et se dispute avec Josin et Soren, leur disant qu'il fera tout ce qu'il faut pour faire parler la fille. Cependant, voyant Soren si déterminé à la sauver, Ken décide de parler. Elle dit soudain qu'elle cherchait l'héritage de Sakurin. Selon ce qu'elle a entendu de Ryu, il y a longtemps, le grand-père de Sorin a vaincu 12 membres de Zenzi sans subir de dommages sérieux, utilisant un style d'arts martiaux légendaire appelé le style Kitajin. Avec cette information, tout le monde laisse Ken tranquille. Yon dit que puisqu'elle a parlé, son travail ici est terminé et maintenant il ne s'intéresse qu'à Soren. Il se moque de lui, disant que l'héritier du légendaire style Kateshin de Sakurin est un faible. Sorin lui dit qu'il n'a jamais rien appris d'autre que l'utilisation du ki de son grand-père et qu'il ne connaît rien au style Katejan. Il affirme que Zensei se trompe sur le fait que son grand-père ait vaincu leurs gens, mais Hu Hao dit que cela n'a pas d'importance car ils continueront à le poursuivre. Juste à ce moment-là, ils entendent quelqu'un crier depuis la cellule voisine et Soran remarque le type ressemblant à un singe attaché au plafond. Josun lui dit que c'est Saru, le gars qui l'a sauvé, et a pris le coup de poing de Natsuka à sa place. Il explique que Natsuka est l'une des 4 sorcières de Zensei, et bien qu'elle n'aime pas tuer les gens, son pouvoir peut faire céder n'importe qui à sa luxure et les rendre fous. Il invite ensuite Sorin à son bureau pour parler en paix. Il lui explique comment leur entreprise travaille pour assurer l'équilibre et la paix entre les humains normaux et les surhumains, et il demande à Sorin de les rejoindre. Soren le refuse instantanément car il ne veut rien faire de trop dangereux ou difficile. Joseon lui dit que le salaire est excellent, mais Soren pense qu'il bluffe et le refuse toujours. Yon est frustrée par ses jérémiades, alors il demande simplement à Uwu de convaincre le garçon. Elle le fait en le frappant au visage, puis en le tabassant avec une batte de baseball. Soren la supplie d'arrêter et accepte de rejoindre l'entreprise de livraison express, et Yon lui donne volontiers ses papiers. Joseon lui dit de ne pas s'immiscer dans son territoire, mais Yon lui répond simplement qu'il a la permission de leur supérieur et qu'il va prendre Hu Hao et Soren sous son aile. Plus tard cette nuit-là, Soren est éveillé, contemplant sa malchance quand il entend des bruits étranges venant de l'extérieur. Il ouvre la porte et ne trouve rien, mais soudain, un démon caché sur le toit saute et le met dans un sac. Soren ne peut que crier impuissant tandis que le démon l'emmène à sa maîtresse. Sa maîtresse est une fille qui est satisfaite de la performance de son démon de compagnie et le renvoie chez lui. Elle ouvre ensuite le sac avec excitation car elle veut vraiment rencontrer Soren. Cependant, son partenaire l'éloigne du sac quelques instants avant que Soren n'en sorte en utilisant son ki. Il pense qu'ils sont aussi membres de Zensei, mais la fille lui dit qu'il se trompe. Elle dit qu'il voulait juste le rencontrer et pensait qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Son partenaire ajoute qu'ils ne lui veulent aucun mal et veulent juste qu'il rencontre leur président une fois. Soran décide de les suivre, mais une autre personne rejoint la bataille royale pour capter son attention. Un artiste martial albinos, nommé Rei, dit à Soren qu'il viendra avec son groupe rencontrer leur maître, et tandis que la fille fait une crise, son partenaire sait que Rei est dangereux. Cependant, Soren refuse d'aller avec qui que ce soit, car ils ne prennent même pas la peine de lui demander sa permission. Il déclare qu'il va retourner dans sa chambre et dormir, mais Rei était prêt à utiliser la force pour le capturer. Soren libère son ki en le défiant d'essayer, mais les laquais de Rei se couvrent soudainement de ki aussi et commencent à chanter le même sort que Soren pour libérer leur pleine puissance. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils utilisent non la même technique que lui. D'autre part, Uwu ressent aussi une intense soif de sang dirigée vers elle qui la réveille de son sommeil. Elle saute par sa fenêtre et y trouve une fille aux cheveux blancs. La fille salue Uwu qui ne se souvient pas de son visage laid, ce qui l'énerve. La fille dit qu'elle vient du groupe Tenge et qu'ils emmèneront Soran avec eux et elle demande à Hu Hao de transmettre cette nouvelle à Josin. Elle se contente de hocher la tête et retourne dans sa chambre, frustrant davantage la fille aux cheveux blancs. Elle attaque soudainement Hu Hao avec un coup de poing volant, manquant le premier exprès. Alors que Ho se retourne, un autre coup de poing volant la frappe en plein visage et la projette contre le mur derrière elle. La fille aux cheveux blancs disparaît et réapparaît à plusieurs reprises alors qu'elle attaque Ho-Ho qui ne peut que esquiver.
La fille continue de lancer des points volants et Ho-Oh la reconnaît comme Sein du groupe Tangé après avoir bloqué quelques-unes de ses attaques. Elle dit à Sein que peu importe pour elle si Soren rejoint Tang, Express Delivery ou même Zenzai tant qu'il reste son serviteur. Sein se contente de rire d'elle et dit qu'une fois que Soren aura rejoint son groupe, elle ne laissera plus jamais Ua le revoir. Hao est en colère et sur le point de l'achever quand soudain, elle remarque une explosion d'énergie venant de loin. Soren se bat contre les artistes martiaux qui utilisent de la même technique que lui, il est submergé en combattant 2 d'entre eux à la fois et après en avoir repoussé un, il affronte l'autre avec un coup de poing à pleine puissance. Les artistes martiaux retournent aux côtés de Rei et lui disent que Soren utilise bien le même style d'arts martiaux qu'eux, appelé le style Tenshifu. Rei décide de rejoindre le combat lui-même maintenant et un Soran furieux se précipite vers lui avec toute sa puissance. Il est choqué de constater que son coup de poing ne peut pas pénétrer le ki défensif de Rei puis il est projeté au sol. Soran n'arrive pas à croire qu'il a été vaincu d'un seul coup, alors il se relève et frappe Rei à nouveau, mais est toujours incapable de percer sa défense. Il est frustré et continue de maudire et de frapper Rei qui forme un gigantesque poing avec son ki et attrape Soran. Il n'est pas content qu'un étranger ait appris les arts martiaux de son école. Et en plus, il n'est même pas bon. Il écrase Soran et l'assomme avant de dire à ses laquais de l'emmener chez lui car il n'est pas digne de mettre les pieds dans leur école. Cependant, Sorin n'a pas encore abandonné et se relève pour affronter Rei à nouveau. Il est frustré car même après avoir trouvé des gens comme lui qui peuvent comprendre le genre de vie qu'il a mené, il se sent toujours seul et impuissant. Il est frustré car même parmi les surhumains, il est spécial sans le savoir et il ne veut pas vivre ainsi. Il dit à Rei de le combattre à nouveau et Rei accepte après l'avoir averti qu'il pourrait devenir un infirme cette fois. Soran accepte son destin, mais soudain, U apparaît lui disant qu'il n'a plus besoin de vivre en courant et en se cachant car il est maintenant son serviteur. Sorin sourit en la voyant et elle le gifle juste parce qu'il ne l'a pas appelée correctement sa maîtresse. Elle lui dit ensuite qu'il ne devrait pas se retenir et utiliser toute sa puissance pour tabasser quiconque l'énerve. Soran accepte son ordre et libère soudainement toute sa puissance, surprenant Rei car il sait quelle technique il va utiliser maintenant. Soran se souvient d'un autre souvenir d'enfance où son grand-père a utilisé une attaque éclair sur lui qui a instantanément brisé son ki. Alors il s'est entraîné sans relâche pour la maîtriser et c'est aujourd'hui la première fois qu'il l'utilise contre une personne. Soran se met en position accroupie, libérant des éclairs de tout son corps. La foudre s'intensifie et il charge Rei qui bloque son attaque initiale et décide de la contrer avec sa paume de ki géante. Soran esquive rapidement son attaque et arrive derrière lui à la vitesse de l'éclair. Il concentre toute la foudre dans son poing et frappe Rei avec, créant une énorme explosion. Cependant, Rei prend vite le dessus en utilisant ses mains de ki géante pour capturer Soran, mais il utilise toute sa force pour se libérer de l'emprise de Rei et même le repousse. Il se jette sur lui avec un autre coup de poing imprégné de foudre et même si Rei le bloque, il réalise qu'il ne peut pas gagner. La technique que Soran utilise s'appelle Rai-O, qui est la technique de plus haut niveau de l'école Tenshufu. Seul le chef de l'école connaît cette technique et elle n'est transmise qu'à ses successeurs. Rei est acculé et pour l'achever, Sorin utilise la version avancée de Rai-O et lui envoie de multiples éclairs. Il s'avère que Rei connaît aussi la technique et il utilise du ki noir pour envoyer des éclairs noirs afin de contrer l'attaque de Sorin. Il déclare avoir appris cette technique directement du chef de l'école Tenshifu en tant que son successeur potentiel. La technique de Sorin ne peut pas rivaliser et il est submergé par la foudre noire. Mais juste avant qu'il ne subisse des dégâts de l'attaque de Rei, Wu-Hao arrive et annule la foudre noire avec ses couteaux. Elle dit à Rei que Sorin est son serviteur et s'il veut lui faire du mal, il devra d'abord la vaincre. Rei pense que Wu-Hao est vraiment puissante puisqu'elle a annulé sa foudre noire d'un seul coup de lame, alors il décide de reculer. Il s'excuse ensuite auprès de Sorin de l'avoir sous-estimé plus tôt et lui donne une invitation à rejoindre le tournoi Raiton organisé par l'école Tenshufu dans un mois. Rei déclare que Soren a le potentiel de devenir le prochain chef de l'école Tenshufu et lui demande de prouver sa valeur lors du tournoi. Le lendemain, Huo emmène Soren dans un endroit reculé des collines, selon les instructions qu'elle a reçues de Yan. Ils atteignent une villa et Hu explique que pendant le mois suivant, ils vivront ici et s'entraîneront en isolement. Soran dit que ce n'est pas nécessaire car il était presque à égalité avec Rei hier. Il est sûr de pouvoir le battre s'ils se battent à nouveau, mais Wu-Hao lui dit qu'il se trompe. Elle explique que Rei n'utilisait qu'un tiers de sa pleine puissance pour le tester. De plus, elle veut que Soren participe au tournoi et réussisse, même s'il ne souhaite pas devenir le chef de Tenshufu. Elle pense que s'il se distingue, il aura l'occasion de rencontrer l'actuel leader de l'école Tenshufu, Ji-Jaisho, qui pourrait leur en dire plus sur son grand-père. Ils entrent ensuite dans la villa et Ho-Hao ordonne à Soren de rester parfaitement immobile.
Elle s'approche, lui prend le visage et Soren pense que c'est le jour où il perdra sa virginité. Il anticipe un baiser mais Ho-Oh touche juste son front avec le sien et envoie de l'énergie dans son cerveau, le faisant hurler de douleur. Soren tombe au sol et hurle que sa tête va exploser juste avant que sa vision ne se trouble et qu'il ne s'évanouisse. Il se retrouve dans un endroit sombre et son ki commence à se libérer de son corps, doucement et complètement. Soren ressent un grand plaisir mais Ho-Oh l'interrompt en lui jetant de l'eau au visage. En se réveillant, Sorin lui demande ce qu'elle lui a fait. Ho-Oh répond qu'elle lui a transféré sa technique. C'est déjà dans son cerveau et maintenant, ils doivent juste l'entraîner pour qu'il puisse la maîtriser. Elle explique que le style Tenshifu de Sorin et le Ryo sont de superbes techniques, mais les améliorer prendra énormément de temps. Hu-Hao demande alors à Sorin d'essayer sa technique et il prend une pause de méditation. Il ressent la douceur qu'il avait sentie plus tôt dans son rêve, puis ouvre les yeux pour en demander plus à Uhu sur la technique. Il a une hémorragie nasale en la voyant se déshabiller devant lui et il demande ce qu'elle compte faire. Elle lui dit juste qu'elle va prendre une douche et qu'elle n'a pas assez de bon sens pour ne pas se dévêtir devant les autres. Soren ne peut pas méditer correctement car son esprit vagabonde vers des pensées impures et bientôt, depuis la douche. Alors que Soren la voit pour la toute première fois comme une vraie fille, son ki coule entre ses jambes et Ho-Oh le sent. Elle donne un coup de pied à Soren pour s'être distrait de son entraînement sans même réaliser qu'elle est la cause de toutes les distractions. Ho-Oh se couvre correctement mais elle sent toujours le ki de Soren descendre. Elle réalise que c'est parce qu'il est un vierge pathétique et que la simple odeur d'une fille suffit à le distraire. C'est pourquoi elle décide de régler le problème et amène 2 prostituées affreuses pour prendre la virginité de Soren. Il s'en prend à elles et leur dit de dégager leur sale tête de sa vue. Les prostituées partent et Ho-Oh ne comprend pas pourquoi Soren a réagi ainsi. Il se lève et sort de la pièce, déclarant qu'il retourne à son dortoir. Il dit à Uhu qu'il en a marre de jouer au maître et au serviteur avec elle. Saran dit qu'il a caché ses pouvoirs au monde si longtemps juste parce que son grand-père le lui avait dit, mais maintenant que d'autres surhumains le connaissent, il n'a plus besoin de s'en soucier. De plus, il n'aime pas être traité comme un idiot par tout le monde, donc il ne travaillera pour personne maintenant. Ho-Oh pointe un couteau sur Soren, lui disant de revenir immédiatement, mais il refuse. Il sait qu'il ne peut pas gagner contre Ho-Oh, mais il est prêt à affronter les conséquences de la quitter pour sauver sa dignité. Ho-Oh n'arrête pas de lui dire d'arrêter, mais il n'écoute pas et elle perd son sang-froid et tranche la maison en 2. Malgré cela, Soren s'éloigne et elle réalise qu'elle a tout gâché. Elle perd le contrôle de ses dernières cellules cérébrales et répète sans réfléchir qu'elle a tout gâché, comme un perroquet. Josine et Yann arrivent aussi et ils veulent récupérer Soren en utilisant leurs méthodes respectives. Josine dit à Yann qu'ils ne peuvent pas utiliser la force car c'est ce qui a éloigné Soren d'eux au départ. De plus, il ne pense pas que Ho-Oh ait la capacité de s'excuser pour le faire revenir, ni le charme féminin pour affaiblir un homme. Yon donne à Wu un look d'écolière car c'est son fétiche, mais Joseon est dégoûté et la transforme en femme de bureau selon sa préférence. Juste à ce moment, Kent entre dans la pièce car elle travaille maintenant à temps partiel pour la livraison express. Elle est choquée de voir Uhu ressembler à une femme et apprend que c'est pour s'excuser auprès de Soran. Elle rejette immédiatement les opinions de baby boomers de Joseon et Yon et décide de donner à Uhu un relooking adapté à son âge. Elle l'habille comme une fille normale, mais Uhu ne peut pas faire un seul pas en talons hauts. D'autre part, une voiture s'arrête à côté de Soran alors qu'il descend la colline et il reconnaît Sain du groupe Tenge à l'intérieur. Elle lui demande de rendre visite à son père une fois et promet de le traiter mieux que la livraison express. Soren décide d'accéder à sa demande et monte dans la voiture. Il réalise vite que le groupe Teng est super riche et que le père de San, Ao, l'a bâti de zéro. Accueille Soran et le présente à un artiste martial surhumain réputé nommé Zhonglu avant d'entrer dans le vif du sujet. Il veut que Soran rejoigne le groupe Teng et lui demande même de sortir avec sa fille et Soran n'en croit pas ses yeux. Puis demande à tout le monde de partir car il veut parler à Sorin en privé. Il affirme qu'il ne lui offre pas la main de sa fille juste pour ses pouvoirs, mais parce qu'ils ont une véritable connexion. Il dit qu'au début du XXe siècle, leur grand-père était ami. Il lui raconte comment le monde des surhumains était en chaos pendant la Seconde Guerre mondiale, et vers sa fin, une guerre entre les diverses factions surhumaines a éclaté, ce qui a été bien caché de l'histoire. Ao dit que la raison de la guerre était d'obtenir les pouvoirs des 8 surhumains spéciaux. Les 8 pouvoirs spéciaux étaient uniques au monde et le style cétagine du grand-père de Soren en faisait partie. Ao utilise sa capacité spéciale héritée de son grand-père et invoque des fantômes en utilisant un autre des 8 pouvoirs spéciaux, la technique de canalisation. Ao dit qu'il veut unifier 2 des 8 pouvoirs spéciaux pour découvrir le secret des surhumains.
Soran est trop étonné par ce qu'il vient de voir et d'entendre, alors Ao lui dit de bien se reposer ce soir. Le lendemain matin, Soran reprend son entraînement avec la technique de Ho-Ho, mais cela lui rappelle Ho-Ho et gâche son humeur. Soudain, San entre dans sa chambre avec une masseuse pour l'aider à se détendre. Soran a vite l'impression d'être au paradis car la masseuse est aussi une surhumaine et elle ajuste ses canaux de ki pour qu'il se sente vraiment bien. Cependant, Sign est dégoûtée de le voir agir comme un dégénéré dépravé. La nuit dernière, elle a confronté son père, disant qu'elle ne voulait pas sortir avec un perdant comme Soren, mais il était catégorique qu'elle devait le faire pour le bien de leur famille. Il a essayé de la convaincre que Sorin avait un grand pouvoir et qu'elle finirait par l'aimer. Satan a tenté de parler de ses préférences, mais son père s'est avéré être un manipulateur de premier ordre. Il a rappelé à Satan que de tous ses enfants, elle est la seule à ne pas pouvoir utiliser la technique de canalisation spéciale de leur famille, mais il ne l'a jamais traitée différemment pour cela. Il lui a dit qu'elle devait faire au moins ça pour sa famille, même si elle n'aimait pas ça. Actuellement, Sain renvoie la masseuse avant de demander à Sorin s'il acceptera la proposition de son père. Sorin dit que c'est une bonne offre de rejoindre Tange, mais il ne peut pas encore se décider. Il commence à parler de Hu Hao et de la façon dont il se sent mal de l'avoir quitté si brusquement. Sain lui demande s'il préférerait être humilié par la folle plutôt que traité comme un roi ici, et Sorin dit que ce sont deux choses différentes. Il sait que Hu Hao ne comprend même pas qu'elle l'humilie à cause de sa capacité mentale limitée. Elle ne montre aucune émotion, donc il ne peut pas savoir ce qu'elle ressent. Cependant, il est certain qu'elle n'est pas avide de son pouvoir, et peut-être qu'elle se soucie même un peu de lui. Sarayan pense que sa voix sonnait différemment quand il était sur le point de la quitter et se demande si elle est réellement seule à l'intérieur. San lui dit d'ignorer la folle car il sortira avec elle après avoir rejoint Teng. Sarayan dit qu'il y a un problème technique qui ne lui permet pas de sortir avec n'importe qui, et Sean lui dit qu'elle connaît déjà son sceau de virginité. Il dit que si elle sait que seule une femme qu'il aime peut le toucher, elle devrait renoncer à sortir avec lui. Cependant, Sean retire son manteau, décidant de lui montrer que sa mère n'a pas élevé une lâche. Elle s'approche de Soran, troublée, et même quand elle le touche là, il ne ressent aucune douleur. Il lui demande si elle l'aime vraiment, et San dit qu'elle fait ça pour sa famille, alors elle va l'accepter de tout son cœur. Il est super excité qu'une bombe bronzée soit sur le point de lui donner un passe-droit. Il veut s'amuser sans retenue avec elle immédiatement, mais cela dégoûte Sin, et elle le frappe à travers le mur pour son comportement indécent. Elle hurle qu'elle ne peut pas sortir avec un homme aussi pathétique que lui, quand soudain, la réceptionniste arrive pour l'informer que Al Hao est entré dans le bâtiment pour chercher Soren. Pendant que Sain est occupé, Soren essaie de s'éloigner discrètement d'elle, mais elle l'arrête. Alors qu'il tente d'inventer une excuse, un coup de poing le frappe au visage et il se demande si Sain a lancé ce coup de si loin. Il essaie de la calmer, mais elle lui donne un uppercut et lui dit de parler avec ses poings. S'il est un artiste martial, elle lance un barrage constant de coups de poing sur Soren en utilisant ses pouvoirs, et il utilise son ki pour se défendre. Ten lui dit de riposter car elle est une femme forte et indépendante qui veut se battre équitablement, même contre les hommes. Sarang décide de lui donner ce qu'elle veut et se précipite pour l'attaquer. Elle esquive facilement tous ses coups de poing faibles et dit que tout le monde semble le surestimer. Sarang décide de devenir sérieux et utilise toute sa puissance pour accélérer vers elle. Il la frappe d'un coup de poing, mais Sain disparaît soudainement de sa place et apparaît derrière lui avant de le projeter au sol. Alors que Sorin se relève, elle lui dit que son pouvoir est la téléportation. Ils reprennent leur combat et Sain continue de le repousser avec un assaut incessant. Le ki de Soren s'affaiblit finalement et elle lui assène un coup de poing. Elle lui dit d'abandonner et de rejoindre Tenge maintenant, mais il se met à rire à la place car il a réalisé que cette nature violente est la vraie personnalité de Sain. Il se lève et lui dit qu'il ne peut pas la vaincre pour l'instant, mais il veut faire un pari avec elle. S'il perce sa technique, elle le laissera partir, et s'il ne peut pas, il acceptera tout ce qu'elle veut. Pendant ce temps, Ao Hao est entrée dans le bâtiment pour le chercher. Elle trébuche immédiatement sur ses talons hauts en atteignant la réceptionniste et lui demande d'appeler Saran ici. La réceptionniste réalise qu'elle est aussi une surhumaine et lui dit que Soran est occupé en ce moment et qu'elle a l'ordre de refuser toute demande de le rencontrer. Uwu s'excuse mais l'appelle accidentellement Tata, ce qui énerve la femme et elle appelle la sécurité. Deux gardes traînent Uwu et elle utilise son pouvoir pour leur disloquer instantanément les bras et se libérer de leur emprise. Cependant, en atterrissant, elle se tord la cheville à cause des talons et tombe la tête la première. Elle se relève et décide de chercher Soran à nouveau, alors les gardes alertent tout le monde dans le bâtiment pour faire face à une puissante intruse. Ho-Ho continue de battre tous ceux qui se mettent en travers de son chemin en montant dans le bâtiment. Bientôt, 4 gardes surhumains sortiront pour l'affronter. Le chef des gardes pense que Uwu n'est pas si coriace, et alors qu'elle s'approche de lui pour demander l'adresse de Sorin, il lui tire une balle d'air à bout portant. U la bloque puis se précipite vers lui en esquivant toutes ses balles d'air. Elle donne un coup de pied à l'homme au visage, et soudain, le pervers en sous-vêtements l'attaque par derrière. Elle lui attrape la main, mais il s'avère que son pouvoir est d'étirer son corps comme du caoutchouc et il s'enroule rapidement autour d'elle comme un serpent, donnant à la rousse une chance d'attaquer avec ses ongles acérés.
Hu Hao libère son ki et les repousse immédiatement tous les deux. Pendant que 3 personnes se battent de contre elle, le 4e homme analyse attentivement son pouvoir et attend de trouver sa faiblesse. Cependant, au moment où Hu en a fini avec les 3 gardes, l'homme mouille son pantalon. Il réalise qu'il ne peut pas gagner contre elle et la laisse passer docilement. Hu continue sa croisade et arrive bientôt dans une pièce où le célèbre artiste martial Jong-woo l'attend. Elle dit qu'elle veut juste trouver Soran et n'a aucun intérêt à se battre, mais Jong-woo libère son ki instantanément. Il charge vers Hu et parvient à la repousser grâce à ses mouvements d'arts martiaux rapides. Hu ne peut que bloquer ses attaques, mais alors qu'elle saute pour éviter un coup de paume écrasant, elle se retrouve en difficulté car il est difficile d'atterrir parfaitement à cause de ses talons hauts. Pendant qu'elle lutte pour retrouver l'équilibre, Jong-woo la rattrape et la frappe avec une attaque spéciale. Même si Hu Hao bloque son attaque, son ki voyage jusqu'à son cerveau et le secoue. Elle est confuse quant à ce qui vient de se passer, mais heureusement, Jong-woo s'avance pour expliquer lui-même sa technique. Il explique que son ki coule comme de l'eau autour de sa main, et même s'il ne touche pas directement la cible, il inflige quand même des dégâts. Il attaque Khufu à nouveau et elle s'écarte pour esquiver. Jiangwoo tourne rapidement, la frappe au ventre et l'envoie voler. Oh se sent étourdie partout dans son corps, alors elle demande à Jong-woo une pause pour reprendre le contrôle d'elle-même. Il est confus quant à ses capacités maintenant car cette attaque aurait déjà mis KO des artistes martiaux de haut niveau. Oh claque alors soudainement sa tête au sol et la répare. Elle court autour de Jong-woo et esquive de justesse un couteau qu'il lui lance. Elle est confiante de pouvoir esquiver d'autres couteaux comme ça aussi, mais alors soudain le couteau revient et la lacère par derrière. Jong-woo lui lance d'autres couteaux et Hu continue de les dévier avec ses paumes. Elle réalise que Jong-woo contrôle les couteaux par télékinésie, mais il semble y avoir plus que ça. Il continue de l'attaquer de tous les côtés en manipulant ses couteaux, et tandis que Ho les esquive et les bloque, elle réalise que son pouvoir n'est pas la télékinésie, mais la maîtrise des armes, ce qui signifie qu'il peut utiliser n'importe quelle arme comme une partie de son corps, et la contrôler librement en utilisant son ki. Jong-woo piège Ho avec ses couteaux, puis apparaît derrière elle pour l'achever. Il la maintient en place tandis que ses couteaux foncent vers elle, mais Hu se disloque l'épaule pour se libérer et esquiver les couteaux en sautant. Jong-woo les attrape juste avant qu'il ne le frappe et complimente la force de Hu Hao. Il dit que ce serait dommage de la battre ici, mais Hu Hao lui dit qu'elle ressent la même chose. Elle affirme que parce que Ken lui a dit qu'il serait facile de récupérer Soren si elle portait des talons hauts, elle les a portés jusqu'à présent, mais il semble qu'elle ne puisse pas vaincre Jong-woo en les portant. Elle retire ses talons, disant à Jong-woo que si Soren ne revient pas avec elle, ce sera de sa faute. Jong-mi continue de l'attaquer avec les couteaux, mais maintenant que Hu Hao n'est plus retenue par ses talons hauts, elle est beaucoup plus rapide et peut esquiver ses attaques plus facilement. Elle s'approche de lui et lui porte son premier coup réussi, et juste à ce moment-là, Hao arrive pour voir le combat. Zhang réalise que s'il perd ici, il pourrait perdre son contrat d'$1 million avec Hu. Il attaque Hu à nouveau, mais elle monte simplement sur son couteau en esquivant ses attaques. Il demande comment elle peut être si différente juste après avoir enlevé ses talons, et elle se plaint que celui qui a inventé les talons devait être l'ennemi de l'humanité car personne ne peut se battre avec. Jong-woo est frustré d'être ridiculisé devant son patron, mais apparemment Hao ne veut plus perdre de temps avec lui. Elle lui demande de lui dire simplement où est Soren pour qu'elle puisse le ramener. Jong-woo voit une chance de sauver la face, et il agit comme s'il n'était pas sérieux en la combattant plutôt parce que c'est une fille. Il lui demande de se mettre à genoux et de supplier si elle veut partir. Mais Ho Hao est probablement autiste, alors elle pose sa main sur la tête de Jong-woo et le met à genoux à sa place. Hu s'éloigne et il l'attaque de frustration. Elle esquive simplement son attaque et saute avant de lui percer le crâne avec ses talons hauts. Elle se tourne ensuite vers Hao et lui demande s'il sait où est Soren. D'autre part, Seon accepte le défi de Soren et lui lance un coup de poing sans avertissement qui le frappe au visage. Elle affirme qu'elle a gagné, mais Soren lui dit que c'était un faux départ et qu'ils feront les choses correctement maintenant. Saim lance un autre coup de poing et Soren en prédit facilement la direction et le bloque. Elle est surprise et décide de continuer à l'attaquer, mais tous ses coups de poing sont bloqués par l'énergie électrique circulant autour du corps de Soren. Elle est troublée mais accepte sa défaite et Soren retourne prendre sa chemise pour pouvoir partir en paix. Avant qu'il ne puisse s'en aller, Sain l'arrête et lui demande de lui parler de la technique intéressante qu'il vient d'utiliser. Sain répond qu'il appelle la technique petit insecte blanc et qu'il l'a développée lui-même après avoir appris le Ryo. Sain est impressionné et promet de vaincre la technique la prochaine fois qu'ils se rencontreront, et Sain se contente de rire. Sain demande ce qui est si drôle, et il répond qu'elle a l'air terriblement soulagée après avoir perdu le pari, presque comme si elle était contre l'idée de sortir avec lui à tout prix. Elle affirme, et Soren dit qu'il n'était pas non plus intéressé par elle malgré son apparence, car il veut quelqu'un qui se soucie de lui et non de son pouvoir. Cependant, il veut toujours échanger des identifiants Snapchat avec Sain, au cas où elle voudrait se brancher plus tard. Elle est effrayée et envoie simplement son cul pervers s'écraser à travers le sol, et il se retrouve juste devant Ho.
Sorin est choqué de la voir et Ho-Oh dit qu'elle est venue ici pour le ramener à la maison. Il répond qu'il ne reviendra pas si facilement. Mais quand Ho-Hao s'incline devant lui et s'excuse, il commence à reconsidérer. Cependant, il ne reviendra toujours pas si facilement et comme Ho-Hao semble vraiment décidé à faire tout ce qu'il faut pour le récupérer, il lui dit de faire ce qu'elle dit, elle accepte et la première chose que Soren lui dit est de rester là où elle est, comme une statue pendant qu'il parle avec Hao. Soren s'excuse auprès de lui, disant qu'il retournera finalement à la livraison express, mais cela met Hao en rage, il libère son ki sombre, lui disant de reconsidérer sa décision ou de le combattre. Soran se sent comme une fourmi devant la puissance et la pression écrasante de Hao, mais il rassemble tout son courage et lui dit qu'il a déjà pris sa décision. Dès qu'il entend cela, il murmure son pouvoir et rit. Il est impressionné par la volonté et la détermination de Soren et lui dit de rentrer chez lui paisiblement. Jong-Gu n'est pas content car il est toujours catégorique sur le fait de terminer sa bataille avec Hu-Hu. Il lui dit que c'est assez et même Soren se moque de lui disant que Hu-Hu peut le tuer en une seule attaque. Jong-Gu perd son sang-froid et lance ses couteaux sur Hu-Hu. Étonnamment, elle laisse les couteaux la frapper car elle suivait l'ordre de Soren de ne pas bouger de sa place. Jong-Gu rit d'avoir enfin gagné, mais maintenant était furieux contre lui pour avoir attaqué un adversaire qui ne voulait même pas se battre. Il déchaîne son ki sombre et étrangle Jong-Gu, mettant probablement fin à sa vie. Hao-Hao commence à saigner abondamment et Soren la tient dans ses bras, juste au moment où elle est sur le point de s'effondrer. Le saignement est trop intense et il n'a aucune idée de comment l'arrêter. Il lui touche l'épaule et Soren tente instinctivement de l'attaquer. Il se calme en entendant sa voix et essaie d'utiliser son pouvoir pour soigner Hu-Hu, mais il n'y parvient pas. Alors il appelle son fils et lui dit d'utiliser son esprit, sous son contrôle, pour guérir la jeune fille. Le jeune homme aux cheveux blancs, qui n'avait pas combattu Hu-Hu plus tôt, invoque l'esprit d'un médecin et le consomme pour en emprunter le pouvoir. Il découvre que le cœur et le foie de Hu-Hu ont été transpercés et il retire les couteaux de son corps tout en essayant de sceller les plaies avec son kai. Soudain, un serviteur arrive en courant pour dire à Hao que des membres de la livraison express sont arrivés. Il leur dit de les laisser entrer, mais Joseon et Yan sont déjà là. Saran s'excuse auprès d'eux d'avoir laissé Hu être blessé, et Hao s'excuse également de ne pas avoir arrêté son subordonné. Yon dit que ce n'est pas grave car Ho est venu à ses risques et périls. Il dit même au fils de Ho d'arrêter de soigner Hu car désormais, la livraison express prendra l'entière responsabilité d'elle. Il les réprimande car ses blessures sont trop graves, mais son père lui dit d'abandonner. Joseon prend Ho-Hao et Yon dit à Soren d'arrêter de rêvasser et de les rejoindre. Ils rentrent chez eux en van et Soren se maudit d'avoir laissé Hu-Hu être si gravement blessé. Yon lui dit d'arrêter d'être une mauviette et Soren lui attrape le col, lui demandant pourquoi il ne s'inquiète pas pour son ami. Joseon leur dit de se taire et de ne pas déranger le repos de Hu-Hu. Il demande à Soren d'écouter la respiration de Hu-Hao et il constate qu'elle respire comme une personne en bonne santé et que son saignement a déjà cessé. Il est encore plus confus maintenant et demande à Josin et Yan de tout lui expliquer. Il veut savoir qui est Hu-Hu, pourquoi elle est si puissante et pourquoi elle est si obsédée par lui. Josin dit qu'ils ne peuvent pas lui en dire trop pour l'instant, mais ils veulent désespérément qu'il soit membre de la livraison express. Ils connaissent ses liens avec l'école Tenshifu et ils sont prêts à le soutenir avec tout le nécessaire pour qu'il devienne le prochain chef de l'école Tenshifu. Sorin n'est pas satisfait de sa réponse et demande comment ils peuvent utiliser Hovu comme un outil pour le contrôler. De plus, comment parviennent-ils à la garder si obéissante ? Josin répond que Hu-Huo n'a aucun souvenir de son passé et en échange de son travail pour eux, ils enquêtent montent sur son passé. Quelques jours ont passé dans la villa sur la colline. Soren est assis à côté de Hu-Huo qui se remet de ses blessures. Bientôt, Josin et Yon arrivent avec des provisions et leur disent d'aller à l'université car ils vont s'occuper de la jeune fille maintenant. Ils pensent qu'elle va bientôt se réveiller et qu'elle aura alors besoin de beaucoup d'énergie. Alors ils vont lui préparer à manger, mais comme ils n'ont pas apporté de nourriture pour Soren, il va juste à l'université, il part à contre-cœur, et les deux hommes se demandent alors combien de temps ils pourront cacher les secrets de Ho-Ho à Soren. Même s'il est idiot, il finira par s'en rendre compte tôt ou tard, mais il prévoit quand même de le cacher aussi longtemps qu'ils le pourront. Soudain, Hoover se réveille et agit comme si rien ne s'était passé. Joseon lui demande pourquoi elle n'a pas esquivé l'attaque et elle répond que Soren lui a dit d'être une statue s'il voulait qu'il revienne. Elle craignait que si elle bougeait, il ne reviendrait pas. Yan n'est pas contente d'entendre sa réponse et elle lui demande pourquoi elle est si obsédée par ce perdant. Josen reçoit soudain un appel et il est choqué d'apprendre la nouvelle qu'il reçoit. Pendant ce temps, Sorin est perdu dans ses pensées alors qu'il retourne à son université et s'aventure dans la forêt profonde. Ryu de Zensai le traque et il le poursuit mais se perd à la place. Sorin apparaît soudainement derrière lui, lui donnant une mini crise cardiaque. Ryu clarifie qu'il n'est pas là pour l'enlever ou lui faire du mal de quelque manière que ce soit, et il essaie même de lui montrer qu'aucun de ses coéquipiers n'est à proximité. Sorin lui demande ce qu'il fiche ici et Ryu lui dit qu'il est là pour s'excuser. Il explique qu'il est né avec le pouvoir de manipuler les âmes et le ki d'autres personnes.
La raison pour laquelle il a volé le corps de Sakurine était d'essayer d'extraire les restes de son ki, ainsi que tout indice sur le légendaire style Kateshin. Sorin lui demande ce que cela a à voir avec lui et Ryu lui dit que maintenant qu'ils ont atteint leur objectif en extrayant les souvenirs de Sakurine, il veut les montrer à son petit-fils. Il sort une petite lumière dorée et dit que c'est le dernier souvenir de Sakurine juste au moment où il a perdu la vie. Sorin est déconcerté lorsque Ryu lui tend la lumière mémorielle car il pense que cela pourrait être un piège. Ryu est un manipulateur professionnel et lui dit de la jeter s'il ne lui fait pas confiance, mais alors il ne connaîtrait jamais les derniers instants de son grand-père. Sorin est toujours en mode panique et demande à Ryu si Sensei vise à collecter les 8 pouvoirs spéciaux. Le garçon est impressionné que ce perdant connaisse les pouvoirs spéciaux, mais il lui assure qu'il n'a aucun intérêt pour ces pouvoirs, bien qu'il ne puisse pas en dire autant pour ses amis. Il part avec ça et Soren décide de prendre le risque et de saisir les derniers instants de son grand-père. Soren voit que la dernière chose que Sakurine a vue il y a 12 ans était Ho-Oh, ayant exactement la même apparence qu'aujourd'hui. Il court à toute vitesse vers la villa car il veut savoir si Joseon et Yan connaissaient de la vérité depuis le début, et s'ils la lui ont délibérément cachée. Il arrive à la villa et constate qu'elle est vide et que même Hu n'est pas là. Il reçoit soudain un appel de Joseon qui lui dit de venir à l'hôpital. Soren trouve ses 3 amis regardant un vieil homme malade qui est le père de Joseon et Yan. Il vient de se réveiller d'un long coma et il voulait voir les visages de ses fils ainsi que ceux de Ho-Hao et Soran. Soran dit qu'il ne connaît pas leur père et qu'il ne s'en soucie pas non plus. Pour l'instant, il veut savoir si Ho-Hao est celle qui a tué son grand-père il y a 12 ans. Les 2 frères sont choqués d'entendre cela et lui demandent qui le lui a dit. Soren leur dit de se taire et commence à crier sur Huo, lui demandant si elle a tué son grand-père. Elle n'hésite même pas et lui dit innocemment que c'est elle qui l'a tué. Soren déchaîne son ki de rage, mais le père de Joseon lui demande d'arrêter. Il dit à son fils qu'il n'y a pas besoin de garder de secret, puis demande à Soren s'il veut connaître la vérité sur lui et Emu. Soren lui demande qui diable est Emu, et le vieil homme dit que c'est le nom qu'il donne à Ho-Hao. Il affirme qu'il la connaît depuis très longtemps, depuis 1944 pour être précis. Saran est choqué en réalisant que Hu est au moins aussi âgé que son grand-père, et le vieil homme continue son histoire. En 1944, Hu s'est soudainement réveillée dans une grotte sans aucun souvenir. Alors qu'elle errait sans but, elle a rencontré 2 bûcherons. L'un d'eux s'est trop emporté car elle avait l'air jolie et sans défense. Il l'a jetée au sol et a commencé à défaire ses boutons quand un couple puissant est arrivé et l'a chassée. Ils ont trouvé que Hu était comme une poupée sans émotion et ils l'ont emmenée chez eux. C'est là qu'elle a rencontré le père de Shozen, Shu, qui n'était alors qu'un enfant. Le couple puissant a essayé d'en savoir plus sur l'étrange jeune fille, mais quand ils n'ont eu aucun indice, ils ont décidé de l'adopter. Ils l'ont nommée Amy à l'époque, et elle a appris à parler et à écrire en quelques mois et leur a dit que son vrai nom était Hu. Cependant, quand elle a essayé de se souvenir de quoi que ce soit au-delà de cela, elle a eu l'impression que sa tête se fendait et a commencé à pleurer bruyamment. La mère de Xu l'a envoyé chercher le médecin, mais au moment où il est revenu, Hu allait bien et méditait. Alors que le garçon et sa mère ne pouvaient donc sentir que l'air autour de Hu-Hao était différent, le médecin leur a dit qu'elle utilisait le ki et leur a demandé de le garder secret vis-à-vis des villageois. Cette nuit-là, Xu a demandé à Hu-Hao plus de détails sur son mal de tête et son kai. Elle ne se souvenait pas comment elle avait appris à faire circuler son ki dans son corps, mais elle sentait que cela lui venait naturellement. Elle a aussi senti du ki dans le corps de Xu et lui a demandé de méditer avec elle. Il a fait ce qu'elle a dit, mais n'a ressenti aucune différence. Hu a compris qu'il réfléchissait trop et rendait plus difficile pour lui de rassembler le ki, alors elle a décidé de l'aider. Grâce à ses conseils, Xu a pu sentir et rassembler son kai. Après cela, il a commencé à s'entraîner avec Hu-Hao en secret. Ils étaient comme une famille heureuse et le temps passait vite. Mais même après 5 ans, Hu-Hao n'avait pas vieilli d'un pouce. La mère de Shu avait reçu des propositions de mariage pour Hu-Hao, mais elle les avait toutes rejetées. Shu était d'accord avec elle car il avait le béguin pour Huo, mais sa mère s'est juste moquée de ses désirs enfantins. Elle pensait que ce ne serait pas une mauvaise idée pour Huo d'épouser son fils si elle l'aimait. Cependant, quand ils lui ont posé la question, Huo a été confuse car elle ne comprenait pas le sens du mot « aimer ». Elle s'est gratté la tête en essayant de comprendre, alors le couple puissant lui a dit d'arrêter de s'en inquiéter. Alvig n'arrêtait pas d'y penser même la nuit, puis a soudainement eu mal à la tête après avoir utilisé son cerveau au-delà de ses capacités. La femme lui a dit qu'elle n'avait pas à trop réfléchir et l'a calmée en chantant une chanson. Peu après cela, des bandits ont attaqué leur village et ont commencé à piller toutes les céréales que les gens possédaient. Au moment où ils emportaient le déjeuner que Shu avait gardé pour Uvo, elle est arrivée sur les lieux chantant la chanson de tout à l'heure. Les bandits ont pensé qu'elle était idiote à cause de la façon dont elle les ignorait et ont décidé de s'amuser avec elle. Le père de Shu a supplié les bandits de laisser la jeune fille et a promis de leur donner tout ce qu'ils avaient, mais les bandits l'ont juste frappé. Quand il a essayé de s'accrocher à eux, ils lui ont tranché la gorge, à l'horreur de tous. Shu a couru vers les bandits politis de rage, mais a été assommé d'un coup de pied au visage. Les bandits ont emmené Uhu avec eux, mais en entendant la mère de Shu pleurer, elle a couru vers elle. Elle lui a dit qu'elle ressentait une vive douleur au cœur en l'entendant pleurer et qu'elle voulait plutôt qu'elle soit heureuse.
Elle lui a demandé si c'est ce que signifie aimer quelqu'un et la femme lui a juste dit qu'elle était envieuse de sa stupidité et de son ignorance. Emifo lui a demandé d'arrêter de pleurer et a demandé ce qu'elle pouvait faire pour la rendre heureuse. La femme lui a claqué au nez et a demandé qui tuerait les bandits qui venaient de tuer son mari si elle voulait la rendre heureuse. Un bandit a ri de cela et s'est approché de Hu, mais elle lui a simplement cassé les dents d'un léger coup de poing. Elle a dit à la mère de Xu qu'elle tuerait chaque bandit pour la rendre heureuse et a immédiatement tranché la gorge du bandit qui a essayé de l'attaquer à main nue. Plus de bandits se sont précipités pour l'abattre après cela, mais Uhu les a tous tués sans pitié. Shu a vite repris ses esprits et même si sa mère lui interdisait de regarder cette scène horrible, il ne pouvait pas détourner le regard, alors que les gens normaux ne pouvaient y voir que Uhu tuer les bandits, lui voyait plus. Il a vu les esprits des hommes qu'elle venait de tuer s'élever et la maudire avant de disparaître. Les villageois étaient terrifiés par le pouvoir de Hao Hao et ils ont commencé à l'appeler un démon. Ils lui ont dit de quitter leur village et elle a obéi silencieusement. Shu et sa mère l'ont poursuivie et lui ont dit qu'elle n'avait pas besoin d'aller nulle part. La mère de Shu croyait qu'elle était responsable de ce qui venait de se passer, car Ho avait tué les bandits sur son ordre. Elle l'a serré dans ses bras et a promis de retrouver sa famille avant de l'emmener se cacher haut dans les montagnes. La mère de Xue a demandé à Uhu de les attendre patiemment et lui a aussi dit de promettre qu'elle ne tuerait plus jamais personne. Quand Uhu lui a rappelé que c'était elle qui lui avait ordonné de tuer à l'instant, la femme est restée silencieuse et lui a simplement dit de les attendre. Cependant, elle a immédiatement fait ses valises et a quitté le village malgré les protestations de Shu. La femme a affirmé que Huo n'est pas humaine et même si elle se soucie d'elle, elle est aussi terrifiée par elle. Alors que Shu et sa mère ont quitté le village pour de bon, Uhu les a juste attendus sous la pluie. Elle a survécu en mangeant tous les fruits sauvages qu'elle pouvait trouver et en battant les pandas qui venaient tout la chercher querelle. Cependant, en voyant le petit du panda, elle s'est souvenue qu'elle devait chercher sa propre famille. Elle a continué à errer comme une folle jusqu'à ce que le destin la ramène à son vieil ami. C'était l'année 1993 et Shu, âgé de 50 ans, a reçu une offre d'emploi pour devenir gérant du service de livraison express nouvellement créé. Il a reçu des dossiers de son intervieweur et l'un d'eux montrait Hu arrêté par la police. Shu a été stupéfait quand il l'a vu et il a immédiatement demandé à l'intervieweur plus de détails sur la jeune fille sur la photo. Il a appris que la police l'avait arrêtée parce qu'elle était une voleuse sans abri. Elle n'a rien dit à part son nom, alors la police l'a mise en cellule. Mais elle s'en est libérée dès le lendemain sans aucun problème. Après avoir entendu cela, Shu a immédiatement accepté de rejoindre la livraison express à condition d'avoir un accès complet à toutes les informations concernant les surhumains. Pendant ce temps, Uhu volait sur les étals pour nourrir des enfants sans abri en mangeant toute la nourriture elle-même. Un jour, elle a rencontré des gangsters qui l'ont kidnappée et l'ont vendue dans un quartier chaud. L'un des clients là-bas était en fait un agent infiltré de la mafia qui connaissait bien Shu. Dès qu'il a vu Hao Hao, il l'a reconnue comme la jeune fille que Xu cherchait. Alors lui et ses hommes l'ont traînée au quartier général de son gang. Shu a été submergé par l'émotion lors de leur retrouvailles et dès qu'il a serré Hao Hao dans ses bras, elle l'a reconnue à son odeur. Dès qu'elle s'est sentie confortable avec lui, elle s'est effondrée. Shu a remarqué qu'elle était gravement blessée partout et que ses mains étaient attachées derrière son dos. Il était si furieux de cela qu'il a fait une demande spéciale au chef de la mafia et a enterré vivant les gens qui avaient maltraité Huo. Après cela, Huo est devenue elle-même membre de la livraison express et depuis ce jour, Xiao a utilisé toutes ses ressources pour retrouver sa famille. Maintenant que toute l'histoire est révélée, Yan est choqué car son père n'en a même jamais parlé à ses fils. Shu dit simplement qu'il ne pouvait pas leur faire confiance avec la vérité de Hu Hao. Soren lui demande quand cette histoire se connecte à son grand-père et Shu lui dit de ne pas interrompre son récit. Il dit que d'après ses recherches, il a découvert que Shu était impliqué dans la grande guerre entre surhumains en 1944 et un jour, il y a 12 ans, il a trouvé une autre information liée à cela. Alors il a emmené Uhu avec lui et est entré dans une forêt où se rencontraient des chefs de nombreux clans surhumains éminents. Shu espérait que quelqu'un là-bas connaîtrait Hu Hao, mais ils ont vite trouvé le cadavre de l'un des chefs. Non loin de là, il y avait d'autres cadavres, tous appartenant aux chefs de clans surhumains prestigieux. Hu Hao Mushu a suivi la piste et a trouvé un vieux maître combattant Sakurin. Les organes du vieux maître ont explosé de l'intérieur et en tombant, il a maudit Sakurin d'être le seul possesseur du style katéchien. Il lui a demandé s'il avait délibérément révélé sa position au monde afin que tous les chefs d'arts martiaux viennent le tuer et qu'il les élimine ensuite d'un seul coup. Sakurin affirme, disant qu'ils sont tous des vestiges de l'horrible guerre entre surhumains et que tous devraient mourir rapidement avec leurs horribles secrets. Cependant, Sakurin était aussi à bout de force après avoir combattu plus d'une douzaine de mètres. Il a senti la présence de Uvu et l'a interpellé, mais dès qu'il a vu son visage, il l'a immédiatement reconnu de la guerre. Uvu a été choqué d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la connaissait et a immédiatement demandé à Sakurin de lui dire tout ce qu'il savait. Il s'est excusé de ne pas pouvoir lui dire ce qu'elle voulait, mais lui a dit que si elle voulait connaître son passé, elle devait protéger son petit-fils Sorin à sa place. Il lui a demandé de le tenir éloigné du conflit entre surhumains, de telle sorte qu'il ne s'en rende jamais compte.
Seulement s'il est en grave danger pourra-t-elle lui dire la vérité. Sakeran a dit à Uhu que si elle restait près de Soran, elle trouverait certainement les réponses qu'elle cherchait. Xu a demandé au vieil homme pourquoi il devrait ardemment croire ses paroles et il leur a dit qu'il était la cause de la grande guerre entre surhumains. Il a ensuite révélé que les souvenirs perdus de Hu Hao avaient aussi un lien avec la guerre. Et si Shu protège Soran, Shu pourra les retrouver. Shu a demandé pourquoi il ne protégeait pas son petit-fils lui-même et Sakerin lui a montré une marque de poison qu'il venait de recevoir. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre et a demandé à Hu-Ho de l'achever avant que le poison ne le fasse. Hu-Ho a accepté sa demande pour avoir la chance de récupérer ses souvenirs et Sakerin l'a remercié. Il a affirmé que rien ne le rendrait plus heureux que de mourir de ses mains. Puis il a attiré Ho-Ho plus près d'elle et lui a transféré une technique disant que lorsque Soren entrera dans le monde des surhumains, s'il est trop faible, elle devra la lui donner. Halao a crié de douleur dès que le transfert de données fut terminé, mais avant qu'elle ne puisse demander quelle technique il lui avait donnée, le poison s'est répandu sur tout le corps de Sakurin. Il a supplié Uhu de mettre fin à ses souffrances instantanément, et elle a obéi. Elle a soulevé le petit vieil homme et lui a ensuite transpercé le cœur, tandis qu'il continuait de lui demander de prendre soin de son petit-fils. Après cela, Uhu a veillé sur Soran à distance et n'est pas intervenu avant que les membres de Zensei ne s'impliquent finalement avec lui. Soren a du mal à croire que tout cela ait été orchestré par son grand-père. Mais Shu lui dit que c'est la vérité. Il lui demande de faire confiance à Hao Hao, tout comme elle a fait confiance à son grand-père autrefois, et même s'il ne peut pas faire cela, Shu veut que le garçon reste avec Uhu. Il lui raconte ensuite quelque chose de spécial qu'il sait sur son grand-père. Shu dit qu'en 1944, l'un des membres du clan Tenjufu a disparu sans laisser de traces, et le clan a effacé tous les registres de son existence. Tout ce que l'on sait, c'est que l'homme était un collègue de l'actuel chef du clan, Tenjufu. Son nom est toujours un mystère, mais Shu croit que l'homme a adopté le faux nom de Sakarin Shu. Il dit à Saran de participer au tournoi et de rencontrer le chef du clan Tenjufu s'il veut en savoir plus sur son grand-père. Xu commence soudainement à avoir des problèmes respiratoires, et alors que ses fils se précipitent à ses côtés, il leur dit que son heure est enfin venue. Il s'excuse auprès de Huao de n'avoir pas pu retrouver sa famille jusqu'à la fin, puis commence à trembler alors que la lumière s'éteint dans ses yeux. Huao pose doucement sa main sur son front et commence à chanter la chanson qu'elle a apprise de sa mère. Xia se souvient des moments passés avec Ujao et sa famille et s'éteint paisiblement. Quelques jours plus tard, tout le monde visite la tombe de Xu, et alors que Soren allume de l'encens, il dit que tout ce temps, il pensait avoir survécu seul alors qu'il était constamment protégé par son grand-père, Hu Hao et Shu. Maintenant, il veut aussi les rembourser. Pour cela, il veut connaître le passé et rendre les souvenirs de Hu Hao. C'est pourquoi il accepte de participer au tournoi de ratons et demande à Hu Hao de l'entraîner à nouveau.